Évidemment, le président du think tank Le Millénaire, on va parler de quoi? On va parler d'Éric Zemmour qui lance un appel aux maires, il veut ses 500 signatures. On va parler également de la campagne présidentielle. Est-ce qu'on n'oublie pas un petit peu la sécurité dans cette campagne? On parle que de Covid. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews, il est 7h53, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. On accueille William Tay. Bonjour William Tay. Vous êtes président du think tank Le Millénaire. On va parler de la campagne présidentielle et je voudrais qu'on commence avec cet appel lancé par Éric Zemmour. C'était hier soir sur TPMP sur C8 avec Cyril Hanouna. Ce message enregistré par le candidat Reconquête à la présidentielle qui lance un appel aux maires pour ses 500 signatures. Écoutez. Ce système de parrainage a été perverti par François Hollande. Car désormais, les noms des maires qui parrainent un candidat sont systématiquement rendus publics. La conséquence est simple. De nombreux élus subissent des pressions. Ils ont peur, par exemple, que la région leur retire des aides pour leur commune. Tenez, ce matin encore, un sénateur LR a envoyé un courrier de menace au maire de son département. Cette loi ne remplit plus son rôle. Elle ne sert plus qu'à museler les candidats qui ne sont pas issus du sérail politique. William Tay, ce que dit Éric Zemmour, c'est qu'il n'aura peut-être pas ces 500 signatures. Ça poserait un sacré problème démocratique, que ce soit lui ou Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Oui, ça concerne principalement en fait la question des parrainages a été dévoyée en fait dans son système. Le but en fait qu'on a instauré la question des parrainages, c'était pour éviter les candidatures les plus farfelues, une sorte de filtre à la candidature par les grands élus locaux, les maires, les conseillers régionaux, députés qui doivent en fait valider une candidature qui paraisse crédible. Et en fait, dans le cas d'Éric Zemmour et dans le cas de Marine Le Pen ces dernières années et puis de son père Jean-Marie Le Pen, on a assisté, c'est qu'en fait de plus en plus d'élus ont mis ça comme filtre, mais pas un filtre de crédibilité, mais un filtre idéologique dans la mesure où ils considéraient que ces candidatures étaient anti-républicaines, anti-système. Mais la question qui est posée aux grands élus locaux, c'est pas de savoir si les élus si les candidats portent une bonne ligne politique qui leur correspond. Est-ce que leur candidature répond à un objectif des Français? Et dans la mesure où Éric Zemmour est testé dans les sondages, on connaît les limites et les effets positifs des sondages. C'est que quand vous avez quelqu'un qui vaut entre 12 et 17%, et ben une candidature est forcément bienvenue de la part des Français. Et surtout, ça répond à un deuxième point. C'est-à-dire que si par cas la candidature d'Éric Zemmour est invalidée par notamment les grands élus locaux, est-ce que ça répondra pas à la question de l'abstention qui est plus profonde? Nous avons rencontré une question d'abstention très importante aux élections régionales et aux différentes élections intermédiaires. Je pense que les électeurs d'Éric Zemmour sont tellement pour Éric Zemmour qu'ils pourraient ne pas participer à l'élection présidentielle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si par cas Éric Zemmour n'arrive pas à être candidat, ça posera un problème démocratique, mais qui est beaucoup plus large. C'est la question aussi qu'on pose à l'Assemblée nationale et en termes de représentativité et la question du scrutin. Donc en fait, ce qu'il faut revoir, c'est notamment la question de l'anonymat des parrainages, la question de la représentation à l'Assemblée nationale, parce qu'une partie des Français ne sont pas représentés dans les différents corps représentant les Français, que ce soit les collectivités territoriales ou à l'Assemblée nationale. Un point sondage, il y a 3 candidats en gros à 15-16%. Éric Zemmour, Marine Le Pen, Valérie Pécresse. Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont pouvoir se départager? Qu'est-ce qui pourrait... tout va se jouer en janvier? Je pense que ça va jouer même plus tard que ça, vraisemblablement. Ah oui. Ça peut se jouer dans les dernières semaines ou dans les derniers jours de campagne. Ce qui se joue entre les trois, c'est différents points. Premier point, c'est qui incarnera plus le vote correspondant à cette partie électorale. Et comme vous avez ce sont plutôt des électeurs qui sont plutôt considérés à droite, vous avez des vases communicants. D'une part, les électeurs d'Éric Zemmour se partagent à la fois entre lui et Valérie Pécresse. Les électeurs d'Éric Zemmour se partagent également entre lui-même et Marine Le Pen. Donc ça avait une capacité de se distinguer par rapport aux autres. Deuxième point, vous avez une question de vote utile. C'est-à-dire qui est en capacité le plus, parce que ce sont des électeurs qui veulent battre et qui veulent provoquer une alternance à Emmanuel Macron, qui est capable de plus battre Emmanuel Macron, où c'est là Valérie Pécresse a un avantage. Mais après, troisième point, vu que c'est un vote de premier tour, c'est une question de radicalité. Donc c'est qui est le plus capable de se démarquer d'un point de vue de radicalité. Et à ce jeu-là, Éric Zemmour et Marine Le Pen ont un avantage sur Valérie Pécresse, qui apparaît comme plus proche d'Emmanuel Macron que proche des convictions des électeurs de la droite de la droite. Valérie Pécresse qui cherche à remettre la sécurité et l'immigration au cœur de la campagne. Il y a le Covid, mais il n'y a pas que. L'élection présidentielle, va falloir parler de tous les sujets. En fait, la difficulté, c'est que Valérie Pécresse et même plus largement les Républicains sont tombés dans le piège du président de la République. Il a introduit 2 clivages, comme lors des élections européennes de 2019, sur la question à la fois sanitaire et également sur la question européenne, avec la question de la polémique du drapeau qu'on a reçue en début d'année. Et en fait, Emmanuel Macron suit à peu près la même stratégie que François Mitterrand en 1988, qui était la stratégie de France Unie. En fait, il essaie de se mettre au centre du jeu et au plus proche des préoccupations du barycentre et des lecteurs moyens. Et en fait, il essaie de marginaliser ses opposants, les obligeant à prendre des positions de plus en plus
extrêmes. Deuxième point, c'est qu'il essaye de réinstaurer son clivage entre progressistes et nationalistes. Et à ce jeu-là, il essaie d'instaurer un clivage entre lui et Marine Le Pen et d'un côté Éric Zemmour. Après, sur la question de la sécurité, Valérie Pécresse pose une bonne question parce qu'en fait, lorsque vous instaurez ce type de clivage, vous ne répondez pas au débat démocratique, vous n'avez pas les questions qui intéressent les Français. Et ce qui va se jouer pour les élections présidentielles, pour Emmanuel Macron, c'est s'il arrive à garder ce clivage, vraisemblablement il sera réélu. Si par cas on pose d'autres questions comme la pertinence de son bilan, donc un jugement sur son bilan, ou d'autres actions où il est plus en point faible sur la question économique, pouvoir d'achat, réforme structurelle ou la sécurité, dans ce cas-là, il est en position difficile. William Tay, merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale, président du think tank Le Millénaire. 7h58, le temps tout de suite, Alexandra Blanc.